après avoir évoqué le développement des capacités d'un individu à travers l'étude, au sens très large du terme, on pourrait parler d'apprentissage, c'est-à-dire en citant les arts mécaniques libéraux, martiaux et symboliques, nous allons aborder la question qui touche aux sciences sociales, qu'on a appelées à un moment sciences humaines. Alors on va réconcilier tout le monde et on va parler de sciences humaines et sociales. Ce courant de sciences s'est totalement consacré à l'étude de l'homme dans son milieu. Certaines de ces sciences sont très anciennes. La plus ancienne d'entre elles, probablement, est la philosophie. La philosophie a été une réflexion dans le monde occidental, une réflexion permanente, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, et ce n'est pas terminé. La philosophie est un bon moyen pour s'interroger sur ce qu'on appelle la morale d'un côté, l'éthique de l'autre. Autrement dit, pour se demander en quoi la loi, la déontologie, la morale du devoir sont des éléments nécessaires à la vie collective, et comment l'éthique, c'est-à-dire le souci de demain, on parlera de l'éthique du plaisir, le souhait que j'ai de vivre dans un environnement apaisé en ayant les meilleures relations possibles avec ceux qui m'entourent, comment l'éthique est un ingrédient indispensable et nécessaire au développement de la vie. Aujourd'hui où très clairement l'éthique est mise à mal au sein de notre culture occidentale elle-même, où les appréciations éthiques sont très différentes d'une culture à une autre, et il est très clair qu'actuellement, l'éthique telle qu'elle se vit dans certains pays du Moyen-Orient, telle qu'elle se vit dans le monde des affaires en Chine, et telle qu'elle se vit dans le monde occidental, n'ont pas grand-chose à voir, sachant que même dans le monde occidental, et les scandales sont là pour le prouver, la question de la morale et de l'éthique sont loin d'avoir trouvé des réponses définitives. En ce qui concerne la philosophie, elle caractérise aussi un environnement culturel. Autrement dit, dans les relations parfois difficiles qui existent entre le monde latin et le monde anglo-saxon, il y a une vraie différence dans la représentation du monde, dans ses composantes philosophiques. Le monde occidental, qui a été un monde qui est resté catholique au sens strict jusqu'à la Réforme, nous sommes dans une vision où l'individu doit travailler pour se sauver. Autrement dit, tout l'effort occidental correspond au fait que dans son rapport à l'ultime, il doit faire des efforts. Et donc, d'une certaine façon, la réussite est regardée avec un œil un petit peu critique, voire très critique, parce que quelqu'un qui réussit aurait cédé en quelque sorte à la facilité. On pourrait dire qu'assez classiquement, une vraie vie est une vie où on en bave un peu, voire beaucoup. La Réforme a donné lieu à un changement très important de représentation du monde. Dans le calvinisme notamment, très présent aux États-Unis chez les évangélistes, la représentation de l'ultime prend la forme de ce qu'on appelle la double prédestination. La double prédestination, c'est le fait de dire que tout individu est déjà radicalement ou sauvé ou perdu. Certains diraient voir damné. Il y a eu cette formule employée par quelqu'un aux États-Unis, si Dieu a fait les riches, c'est pour que les pauvres aient une fois pour toutes une idée du paradis.
Et quand on voit certains Américains évangélistes qui parlent à Dieu en direct, qui ont une capacité d'échange, je dirais, selon eux, très forte, ils vivent dans cette espèce d'incertitude, de certitude, pardon, quel lapsus, de certitude, hein, qu'ils sont sauvés. Et donc, quand ils sont riches, c'est parce qu'ils ont immédiatement les bénéfices déjà de ce futur et de ce bonheur. À partir de là, les deux philosophies occidentales et anglo-saxonnes ont pris des chemins extrêmement différents. Les grandes questions de Kant, qu'est-ce qu'il m'est possible d'espérer? Que dois-je faire? Qu'est-il possible d'apprendre? Correspondent à une philosophie de l'effort, là où les Américains, les Anglo-Saxons, vont développer une philosophie pragmatique. Je n'ai pas finalement à agir pour me sauver, j'agis simplement parce que je vis. La philosophie pragmatique qui a été très critiquée par le monde occidental, parce que finalement on l'a caricaturée sous la forme « la fin justifie les moyens », correspond à un mouvement dans lequel je ne donne pas à mon action un sens démesuré, mais je lui donne le sens qui fait qu'elle participe à l'amélioration de la vie collective. Alors que dans le monde latin, il y a toujours dans l'action une idée qu'elle sert à la rédemption. De ce point de vue-là, et dans le monde des affaires, ça donne des visions très différentes. Nous avons une vision de l'Europe qui correspond au fait que l'Europe doit être un projet, que l'Europe doit servir une idée. Là où nos amis anglo-saxons, et on parle cette fois-ci des Anglais, pensent que l'Europe, c'est avant tout un marché. C'est quelque chose d'extrêmement concret. Et donc cette espèce de divorce sur la représentation européenne est très forte. Alors, la philosophie en général est un monde extrêmement vaste, on peut dire assez difficile à pénétrer, mais c'est le seul moyen, pratiquement, de s'interroger sur ce qu'on appelle les capacités d'entendement. Autrement dit, d'avoir un regard critique sur la représentation que je porte sur le monde. À côté de la philosophie, certaines sciences sociales ont une importance forte, même si elle paraît moins évidente. Je dirais que la première d'entre elles est probablement la linguistique. La linguistique est fondamentale parce qu'elle a initié toute une série de réflexions, notamment dans un domaine très important en leadership qui s'appelle la rhétorique. Autrement dit, dans le souci de soi, il doit y avoir le souci de bien s'exprimer. Et donc, bien s'exprimer, ça signifie que tous les gens à qui je m'adresse vont comprendre, c'est-à-dire utiliser, faire fermenter, cultiver les propos qui vont être émis. La linguistique a introduit au niveau du langage une différence formidable entre le signifiant et le signifié. Et nous avons là une des clés du mystère de l'intersubjectivité. Si je parle de château, c'est évidemment un signifiant, c'est un mot qui contient
énormément de représentations. La somme de ces représentations, c'est-à-dire la somme des signifiés, pourra être chez quelqu'un quelque chose de défensif, chez quelqu'un d'autre une représentation qui est celle du plaisir, chez d'autres une représentation qui est celle de la démesure. On voit donc que la linguistique nous appelle à réfléchir sur l'utilisation des mots. Certains mots ont tellement de signifiés qu'on les appelle des transcendantaux. C'est le cas de dire le bien, le bon, le beau, qui sont des mots extrêmement larges. On parle quelquefois de mots valises. Mais au-delà de ça, on voit bien que le souci que l'on doit avoir en s'exprimant, c'est finalement, avec l'orchestre des signifiants, c'est-à-dire les instruments que sont les mots, faire chanter le discours des signifiés, c'est-à-dire faire entendre quelque chose qui rassemble dans l'unité les gens aux qui on s'adresse. Dans les autres sciences sociales, si on parle de l'anthropologie, de la sociologie, donc anthropologie, l'homme dans son milieu, de la sociologie, la représentation et l'étude des hommes ensemble, on découvre là des orientations tout à fait particulières. Même si maintenant l'approche structuraliste commence à dater, ça reste quelque chose de très fort en anthropologie, c'est-à-dire y a-t-il dans les organisations, y a-t-il dans le fonctionnement humain des invariants par rapport auxquels on peut se repérer. Les écoles de sociologie sont très nombreuses. Elles vont recouvrer des approches quelquefois mathématiques. On parlera à ce moment-là de sociométrie. On en verra quelques-unes. On peut avoir des approches évidemment qui sont beaucoup plus ouvertes à l'interaction. On parlera de l'interactionnisme symbolique, représenté par pas mal d'auteurs, mais notamment dans le monde entrepreneurial, par M. Weck, qui a énormément publié autour de l'interactionnisme symbolique.